Alex, on a eu le deuxième round de négociations entre l'Iran et les États-Unis. Les deux parties se sont rencontrées et ont discuté. L'un des principaux sujets, c'était la situation au Liban, entre Israël et le Liban. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, pendant ce sommet ou ces négociations en Suisse, il se passait quelque chose de parallèle au Caire. Les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l'Égypte, du Pakistan et de l'Arabie saoudite se sont réunis pour parler de ce qui se joue entre l'Iran, les États-Unis et toute la région. Et hier, Lavrov a déclaré que l'Eurasie, ce n'est pas une partie de l'Occident. Nous faisons partie de l'Eurasie, et l'Eurasie doit se redécouvrir comme un centre des affaires mondiales. C'est pour ça que, quand nous parlons de nous-mêmes, il ne s'agit pas de parler de l'Occident, mais bien de l'ensemble de l'Eurasie. Je considère que ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, en Asie de l'Ouest, fait partie de l'Eurasie, et que c'est important pour le concept même d'Eurasie, pour la sécurité, quelle qu'elle soit, de l'Iran, de la Russie et de la Chine. Mais concernant les négociations entre l'Iran et les États-Unis, quelle est selon vous la situation actuelle entre les deux pays? Alors, mon impression, Nima, c'est que les États-Unis font comme d'habitude. Tu vois, ils profitent de ces négociations pour se donner du temps, pour être dans une meilleure position en vue d'une future offensive renouvelée contre l'Iran. Parce que fondamentalement, c'est la ligne politique qu'ils suivent depuis des décennies. Et je doute vraiment qu'ils y renoncent un jour. Je pense qu'ils ont simplement compris qu'ils ne peuvent pas l'emporter militairement. Et surtout, ils ne peuvent même pas rêver d'attaquer l'Iran en été, parce qu'on l'a bien vu, on ne change pas un régime depuis les airs. Il faut des forces au sol, des troupes sur le terrain. Alors ils s'efforcent frénétiquement d'organiser leurs unités djihadistes, les Kurdes. Et vous savez, à l'automne, la situation pourrait être favorable à une éventuelle invasion terrestre de l'Iran. En attendant, ils continuent un peu comme d'habitude. Les termes qu'ils avaient acceptés, eh bien maintenant, ils essayent de les contourner. Par exemple, ils sont censés libérer immédiatement 12 milliards de dollars de fonds iraniens gelés, de l'argent qui appartient aux Iraniens. Mais au lieu de simplement leur rendre cet argent, ils disent « Ah oui, bon, vous pouvez le dépenser aux États-Unis, mais uniquement pour ce qu'on vous autorise à acheter. Vous pouvez acheter nos graines de soja génétiquement modifiées, ou notre merveilleux maïs, ou peu importe. » Et ensuite, ils expliquent que ce sera formidable parce que ça va rendre les agriculteurs américains riches. Bien sûr, ça ne va pas rendre les agriculteurs américains riches. Ça va surtout enrichir les grands groupes agro-industriels, ces grandes entreprises agricoles que l'État américain subventionne et favorise. Donc, on continue sur la même lancée. Je pense que les Iraniens ont été très avisés d'inclure le Liban dans leurs négociations de paix. Parce que si Israël viole le cessez-le-feu, cela donne à l'Iran un prétexte pour reprendre les hostilités. Et à mon avis, pour l'Iran, en ce moment, il n'est pas dans leur intérêt de figer le statu quo, parce que ce statu quo reste dangereux pour eux et met en péril la stabilité du gouvernement à long terme. Je pense donc que l'Iran veut probablement chasser complètement les puissances coloniales occidentales de la région. Et je crois qu'ils veulent porter le coup de grâce à Israël. Il y a eu des messages subtils de la part de responsables iraniens adressés à l'axe de la résistance et au peuple palestinien, disant que le moment est venu de reprendre leurs terres, autrement dit, d'aller jusqu'au bout. Et on voit bien que l'autre camp est assez nerveux à ce sujet, parce qu'ils cherchent maintenant à vaincre et à désarmer le Hezbollah. Ils veulent isoler Ansar Allah au Yémen,
Ils veulent provoquer une sorte de guerre civile en Irak pour s'assurer de pouvoir vaincre les milices qui font partie de l'axe de la résistance. Donc, à mon avis, ce conflit est en train de se renforcer. Et je pense que quand la période de 60 jours de ces négociations arrivera à son terme, on assistera à une reprise des hostilités. Et selon moi, cette reprise des hostilités favorisera probablement beaucoup plus l'Iran que Israël et les États-Unis. Vous avez mentionné le cas du Liban et de Gaza. Ces derniers temps, vous voyez sur ma chaîne, je remarque la même chose, et d'autres amis aussi. On a l'impression que les Israéliens sont très actifs. Et voici ce qu'a rapporté notre ami Elijah Magnier. Il connaît très bien la région, il sait ce qui s'y passe. J'ai parlé avec lui 2 ou 3 fois jusqu'à présent, et voici ce qu'il a publié. Il a expliqué que le service de renseignement israélien sur les réseaux sociaux privilégie surtout l'unité Hatzav. Ça me fait penser à Azov. Mais donc, l'unité Hatzav, aussi appelée unité de renseignement en source ouverte ou OSINT, est une unité subordonnée à la célèbre unité 8200 en Israël. Elle est très active sur les réseaux sociaux, en posant des questions comme « Pourquoi l'Iran ne défend-il pas le Liban ? Pourquoi l'Iran ne défend-il pas Gaza ?» Et il ajoute que des comptes qui semblent venir d'Indonésie, d'Inde ou d'Amérique latine, en réalité, opèrent tous depuis Israël. Beaucoup de gens au Liban, à Gaza et plus largement au Moyen-Orient tombent dans ce récit et répètent naïvement la même question. Bien sûr, ils ne travaillent pas tous pour l'unité 8200, mais on dirait qu'ils sont très actifs. Je les vois à chaque fois que je viens à Los Angeles. Je les vois arriver dans les sections de commentaires et poser cette question. Peut-être que certains d'entre eux font partie de ces gens qui tombent dans le piège tendu par ces Israéliens. La question c'est, pourquoi l'Iran ne défend pas Gaza? Pourquoi l'Iran ne défend pas le Liban? Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Et puis, l'axe de la résistance, ce n'est pas seulement l'Iran. Ils sont tous ensemble. Est-ce que tu vois le moindre signe, la moindre fissure dans cet axe de la résistance? Je parle du Yémen, de l'Irak, de l'Iran et du Liban. Moi, je vois tout se consolider de leur côté, pas s'affaiblir. Oui, je suis d'accord avec toi, Nima. Tout se consolide de ce côté-là, mais tout se désagrège du côté israélo-américain. Parce que maintenant, on assiste à de vives accusations entre les sionistes et l'administration de Donald Trump. Tu vois, il y a eu ce sommet du JNS. Je ne sais plus exactement où, peut-être au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où s'est tenu une sorte de festival de la pensée sioniste. Ils sont complètement hystériques, enragés. Ils disent que les États-Unis doivent immédiatement arrêter les négociations et passer à l'offensive, qu'il faut bombarder, qu'il faut prendre le contrôle du détroit d'Ormuz et qu'il faut envoyer des troupes au sol. Et puis, vous savez, certaines voix en Israël disent que si vous ne combattez pas pour nous, alors vous êtes aussi nos ennemis. D'un autre côté, l'administration Trump doit aussi tenir compte de sa hiérarchie militaire. Et je pense que dans cette hiérarchie, il y a beaucoup de désaccords. Beaucoup de commandants et de soldats ne sont pas ravis d'être envoyés faire la guerre pour Israël, ni de risquer leur vie là-bas, dans les conditions actuelles, qui sont vraiment difficiles. Ils ont perdu l'usage de plusieurs de leurs bases aériennes. Je ne sais pas exactement à quel point elles ont été endommagées, mais certaines sont devenues totalement inutilisables. Et pendant ce temps, l'Iran se prépare aussi. Et donc, je pense que, ah oui, il faut aussi mentionner que le gouvernement israélien est en difficulté et que certaines personnes aux États-Unis, peut-être même Trump, estiment qu'il est temps de provoquer un changement de régime en Israël. Il y a donc des luttes politiques internes en Israël. Tsahal souffre énormément au Liban, les soldats sont épuisés,
Il y a beaucoup de résistance à la poursuite de la guerre. De nombreux soldats désertent, ils ne se présentent plus au service, et les pertes sont lourdes. Donc, à mon avis, du côté iranien, quand ils s'engagent sur quelque chose comme un cessez-le-feu de 60 jours, ils ont tendance à respecter leurs engagements, contrairement aux États-Unis et à Israël. Et à moins que les discussions ne s'effondrent complètement, je pense qu'ils vont probablement maintenir cet engagement. Mais en même temps, ils se préparent presque à coup sûr à la prochaine phase de la guerre. Comme ils l'ont dit, vous savez, nous négocions le doigt sur la gâchette. Et quand les pourparlers seront terminés, quand les négociations prendront fin, et je dois supposer qu'elles n'aboutiront pas à un accord de paix réussi, les hostilités reprendront. Et alors, l'Iran continuera très probablement d'attaquer Israël. En attendant, je m'attends à ce qu'ils apportent certains types de soutien de manière clandestine par tous les moyens possibles, sans s'engager ouvertement dans des hostilités contre Israël.